Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler de cardio et d'hydratation. Bon, j'ai pas tout bien regardé, mais j'aime bien faire les vidéos à chaud, donc on va traiter cette question directement juste après ça. Sachez que ces vidéos sont disponibles dans une playlist dédiée qui s'appelle la question du jeudi, la question fit que vous pouvez retrouver en playlist sur ma chaîne YouTube. Donc abonnez-vous, ça vaut le coup. Vous avez également tous les mardis à 8 heures du matin un podcast qui s'appelle La Pause Fitness que vous pourrez retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast, y compris YouTube, avec encore une fois une playlist dédiée. Et pour ceux qui sont les plus intéressés par les sujets qui moi me passionnent, qui sont la science autour de l'entraînement, de la récupération, de la diététique et tout, vous avez tous les dimanches des cours vidéo avec les notes en PDF que vous pouvez imprimer ou juste stocker comme ça sur mon site, donc www.fitnessmiss.fr, mais vous avez également le lien dans les notes de cette émission, de cette vidéo. C'est les réflexes de podcast. Vous savez, émission, podcast, vidéo, c'est toujours un peu, on se mélange les pinceaux. Alors, question de la part de Maël qui me dit: Salut Théo, toujours au top tes vidéos. J'ai une petite question. Je vais commencer une préparation de marathon pour celui de La Rochelle qui se déroule fin novembre. Je pensais faire mes sorties donc autour de chez moi pour pouvoir m'arrêter tous les 4 kilomètres, boire et ne pas avoir à me trimballer de l'eau sur moi. Penses-tu que m'arrêter quelques minutes entre chaque session pourrait ralentir ma progression? Est-il préférable de faire mes bornes d'une traite? Merci et encore bon boulot. Merci à toi. Alors moi, je suis pas un expert en marathon, hein. J'ai jamais fait de marathon de ma vie. Je cours ou je pédale ou je fais du cardio, mais de manière euh, sans objectif de marathon ou d'autres choses comme ça. Donc, je suis pas la meilleure personne pour te t'aiguiller là-dessus pour les marathons particulièrement. Après, pour le cardio, la diététique pour le cardio, j'en avais déjà parlé sur mon site. Mais toi, en fait, ce que tu voudrais savoir, c'est m'arrêter tous les 4 kilomètres pour boire et ne pas avoir à me trimballer de l'eau sur moi. Bon, il y a une technique que tu peux faire, c'est... alors, la première chose, moi, j'avais lu dans les préparations de marathon que ça servait à rien de faire des marathons, donc à l'entraînement de t'entraîner comme un marathon, c'est-à-dire de faire tous les kilomètres similaires à un marathon, je sais plus c'est combien, 42 et des poussières, mais plutôt de faire des phases de moins longues pour pas justement t'épuiser, puisque de toute façon l'adrénaline de la compétition te permettra peut-être de tenir ce que tu ne tenais pas à l'entraînement, c'est la première chose, et autre chose, essaye plutôt de t'entraîner sur du HIIT, etc., de manière à augmenter ta VO2, d'essayer d'être plus performant d'un point de vue cardiovasculaire. Après, évidemment, il faut faire de la longue sortie aussi pour que tu puisses t'habituer à l'endurance et tout. Mais voilà quoi. C'est après, c'est qu'un avis. J'ai lu des stratégies là-dessus, mais je n'ai pas pratiqué. Donc là, j'ai vraiment un point de vue de quelqu'un qui donne de la théorie sans la pratique, ce qui est plutôt bancal. Parle-moi de muscu, je peux te parler et de théorie scientifique et de pratique parce que je suis dedans depuis des années. Mais là, le côté marathon, je te donne juste voilà des pistes à explorer, à rechercher, mais pas plus. D'ailleurs, il y a un livre que je te recommande qui s'appelle De mon canapé à la course à pied, je crois. Un bon bouquin que j'avais lu il y a quelque temps, qui pourra te mettre un petit peu dans cette dynamique-là. Deuxième chose, tu parlais de t'arrêter pour boire. Alors moi, il y a un truc que je trouve très intéressant. Ce sont ces gourdes que tu scratches, enfin que tu scratches non, qui ont des espèces de lanières comme des moufles que tu mets à la main. Et en fait, t'en mets une dans chaque main. Déjà, ça te fait des petits lestes. Alors, je crois, je sais pas, c'est peut-être 500 millilitres un maximum ou 250 millilitres, je sais pas. Mais tu as des petites contenances comme ça, avec comme des passants autour des mains. Et tu les tiens dans tes mains, ces gourdes-là, en courant. Donc déjà, ce qui te permet d'avoir un équilibre entre les deux, puisque tu en as une dans chaque main. Et ce que je te recommanderais de faire, c'est d'avoir une d'eau claire, donc d'eau plate normale, ton eau de source normale, et l'autre avec un mélange glucides électrolytes, donc eau, glucides électrolytes, de manière à pouvoir alterner quand tu arriveras sur des moments où
au bout, je sais pas, d'une demi-heure de course où tu commences à avoir déjà un premier crash ou un premier sentiment de fatigue, de prendre un petit peu de boisson électrolyte glucidique. Et puis, quand tu as juste envie de t'hydrater régulièrement, tu bois quelques gorgées de l'eau que tu as dans l'autre main. Ça te permettra comme ça d'avoir euh, pas besoin de t'arrêter. Parce que le problème, c'est que de s'arrêter, ça peut avoir deux effets. Moi qui cours un petit peu de temps en temps, ou même qui fait du cardio sous d'autres formes, tu peux avoir l'effet redynamisant de la pause, ou alors l'effet coupe-jambe. On n'est pas tous fait pareil. Il y en a qui encaissent très bien le fait de faire une micro-pause pour repartir, et d'autres très mal. Moi, je fais partie des gens qui encaissent très très mal les petites pauses. On me coupe dans mon élan, repartir, c'est un enfer. Mieux vaut que je m'arrête pas. Je sais pas, la brûlure, il faut pas que, même si la brûlure est insupportable, j'ai le souffle court et tout, j'ai besoin de rester en fait dans cette dynamique. Au bout d'un moment, mon organisme s'y adapte. Je trouve mon rythme de croisière, mais de m'arrêter, repartir, moi, ça me coupe les jambes, quoi. Donc, je sais que toi, t'as pas envie de te trimballer. Alors, ils font tout un tas de choses. Moi, j'aime bien ce système avec les gourdes, parce que normalement, si tu cours correctement, tu dois avoir pas trop de ballants au niveau des bras. Enfin, en tout cas, les coudes doivent être un petit peu plus en arrière, donc du coup, ça reste assez proche de ton centre de gravité. C'est pas trop pénalisant. Le fait que t'aies pas besoin de serrer tes mains, t'auras pas de congestion au niveau des avant-bras et tout ça, puisque tu peux serrer les lanières assez fort, et donc t'auras pas enfin pas trop fort non plus, sinon le sang passera plus, mais t'as compris. Et ça te fait des micro-lestes de, je sais pas, 500 grammes ou 250 grammes maximum. Ça va pas être horrible à supporter pendant que tu courras. Mais moi, ce que j'aimais bien dans cette approche, c'est que tu pouvais justement, avec deux gourdes, avoir cette fameuse boisson électrolyte glucidique et de l'eau plate également. Donc moi, c'est vraiment comme ça que je ferai. Après, au niveau de ta préparation, euh, dis-toi une chose, si tu fais de la musculation en parallèle, déjà ça, c'est une chose qui est sûre, c'est que tous ceux que j'ai fréquentés, qui ont préparé des marathons, qui ont fait beaucoup de courses à pied et tout ça pour se préparer, ce sont des gens qui n'ont pas eu les résultats esthétiques attendus par rapport à cette préparation. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se sont dit, je vais être ultra sec, etc. Pas tant que ça. Alors, ce sont des gens qui ont minci, souvent le visage creusé, ils se sont affinés. Quand ils sont habillés, ils font plus fin, mais ils n'ont pas eu les abdos plus définis, etc. Ils ont perdu beaucoup de cuisses aussi. Mais toutes ces stratégies, on va dire, de course à pied type endurance, enfin, stratégies, toutes ces approches, on va dire, le corps, il peut pas faire grand-chose d'autre que de tourner un peu plus à l'économie, d'avoir des gros mollets, des grosses cuisses, des gros avant-bras, enfin tout ce qui pourrait déséquilibrer, tout ce qui pourrait créer de la contrainte, il n'a pas besoin de le conserver. Et de courir comme ça, déjà ça stimule pas suffisamment la masse musculaire si tu as des grosses cuisses pour les conserver. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un type de fibres, donc les fibres qui sont plutôt endurantes de type 1 peuvent convertir des fibres de type 2. Donc c'est-à-dire que quand tu as des fibres de type 2 qui sont plutôt celles qui te donnent des beaux muscles, enfin des gros muscles qui explosifs et tout ça, à force de faire de l'endurance, tu peux convertir ces fibres qui prennent facilement de la masse musculaire, qui grossissent facilement, ça ne veut rien dire des fibres qui prennent de la masse musculaire, mais de faire grossir ces fibres-là, on va dire, facilement, les fibres de type 2, elles peuvent se convertir à force de cardio en fibres de type 1. Alors, l'inverse est moins étudié. Dans l'autre sens, on aimerait bien, hein, mais c'est moins étudié. Par contre, si la masse musculaire n'est pas vraiment un problème pour toi, que t'as pas forcément envie de conserver celle que tu as et tout, vas-y fonce. Si déjà tu as du mal à garder une bonne masse musculaire et que tu fais ça uniquement pour sécher ou fais gaffe, parce que tu pourrais payer la facture assez lourdement derrière. Après, si c'est un objectif personnel, un défi, que tu te sens bien comme t'es et que voilà quoi, fonce, fonce. Et tu trouveras toujours des gens qui ont une bonne masse musculaire et qui arrivent à faire des marathons et qui sont encore musclés. Ça veut pas dire qu'ils seraient pas plus musclés s'ils l'avaient pas fait. Bon bref, t'as compris où je voulais en venir. Juste par rapport à ta préparation, il va te falloir pas mal de récupération. Je sais pas quel âge tu as, tu me l'as dit ou pas? Non, tu m'as pas dit quel âge tu avais.
Fais attention à tes genoux, fais attention aux talons d'Achille, aux tendons derrière ta cheville là, parce que tu vas les sursolliciter, tu vas avoir peut-être des douleurs qui vont apparaître et tout. Sois vraiment très à l'écoute de tout ça. Fais également attention aux fractures de fatigue. Si tu tombes dans une euphorie du cardio, pense bien à t'écouter durant cette préparation, puisque si vraiment tu tombes dans cette fameuse euphorie, comme je viens de te dire, tu peux rentrer dans une dynamique où la course à pied devient quelque chose devient presque un traitement au mal-être ou à une situation un peu compliquée pour toi. C'est bien à partir du moment où ton corps fonctionne bien, mais si tu commences à avoir des douleurs à droite, à gauche, bien que ça te soigne mentalement d'aller courir, fais attention à ne pas t'abîmer physiquement. Parce qu'après, si tu te retrouves à terre pendant, je sais pas moi, un mois, 2 mois, ça va pas être drôle, quoi. Surtout que quand on s'est habitué à une dose assez importante d'endorphine, tu payes assez cher la facture quand tu t'arrêtes. Moi, une de mes hypothèses des sportifs de très très haut niveau qui peuvent faire des grosses dépressions après l'arrêt de sport. Il y en a beaucoup qui disent oui, c'est leur ego parce qu'ils sont plus sur le devant de la scène, etc. C'est une partie des choses, c'est très certainement. Mais il y a quelque chose qu'on néglige, c'est qu'un sportif de très haut niveau, c'est entre 14 et 28 heures de sport par semaine. 14 et 28 heures de sport par semaine, en moyenne, hein, pour ceux qui se préparent, les vrais athlètes. Hein, je ne parle pas du sportif qui a un boulot et tout à côté, je parle des vrais athlètes. Imaginez la sécrétion d'endorphine, donc cette chimie qu'il a habitué à son corps de recevoir, quoi. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais imaginez le nombre de substances que le corps recevait pendant des années et des années, chaque semaine, similaires à des antidépresseurs, anxiolytiques et tout, naturellement, par le sport, par les effets du sport. Du jour au lendemain, si la personne se blesse ou arrête sa carrière et ne trouve plus d'intérêt, parce que beaucoup de sportifs de haut niveau, si on décapsule la compétition de leur pratique, ils n'ont plus du tout envie. Il y a même des amateurs qui, s'ils n'ont pas de compétition en tête, ils ne voient aucun intérêt à faire du sport. Donc s'ils passent de plein de sports à rien du tout, il y a peut-être le feu des projecteurs en moins, donc ça les déprime un peu, mais il y a surtout ces sécrétions d'endorphines qui ne sont plus là. Alors au bout d'une semaine déjà, on commence à ressentir des symptômes. Si vous partez en vacances 2, 3 semaines, vous vous rendrez compte que sans sport, alors que vous êtes en vacances pourtant, eh bien, vous sentez qu'il y a une espèce d'agitation qui peut s'installer. C'est pas parce que vous êtes accro au sport, c'est juste que vous avez habitué votre corps à recevoir des substances chimiques naturelles qui sont bonnes, hein, et d'un coup vous l'avez plus. Donc, et c'est là où en fait il peut y avoir comme un espèce de sevrage aux effets du sport, quoi. Donc, comme un sevrage à un médoc ou à une drogue, mais là c'est par rapport au sport. Donc fais attention à ça, parce que si tu ne t'écoutes pas et que tu te blesses et qu'on t'impose de te reposer pendant un temps un peu plus long, c'est là où tu vas payer la facture assez cher au niveau du moral, quoi. Et au niveau de la muscu, bien sûr que si tu te prépares pour ça, ce qui va devoir dominer, c'est une pratique cardiovasculaire. Et donc la muscu devra être là juste pour équilibrer les masses, c'est-à-dire de continuer à t'entraîner correctement le bas du corps, le haut du corps, sans rien négliger, de manière à essayer de ne pas trop cataboliser durant cette période-là. Mais c'est un peu là tes objectifs esthétiques muscu pendant cette période-là. Je pense que tu peux un peu les mettre entre parenthèses, quoi. Je veux pas te démoraliser, hein, puisque ça se trouve c'est pas tes objectifs, mais n'essaie pas par exemple de faire une prise de masse en même temps. Enfin, tu vois, tu rajoutes pas des contraintes. Donc voilà, pour récapituler, comme je te disais, les gourdes pour l'hydratation, je trouve ça plus intéressant que t'arrêter. Mais à toi de voir. Si tu sens que t'arrêter c'est mieux, que tu arrives à repartir, etc., tant mieux. La problématique, c'est que est-ce que c'est toléré durant un marathon de s'arrêter? Euh, Est-ce que toi tu le tolères? Je sais pas si le règlement le tolère, mais est-ce que toi tu toléreras de t'être arrêté? Et la problématique, c'est que si durant ton entraînement, tu t'habitues à une pratique que tu ne vas pas reproduire durant la compétition, tu ne vas pas être prêt mentalement. L'entraînement est fait aussi pour te préparer à la compétition. Et c'est pour ça, souvent, on dit que l'entraînement doit être plus dur que la compétition. Alors, dans le cas du marathon, ça ne veut pas dire que tu dois courir plus longtemps,
mais peut-être que tu dois courir à un rythme un peu plus élevé ou faire des choses qui sont plus intenses durant l'entraînement que durant la compétition. Ça n'est que mon point de vue, encore une fois. Et j'avais parlé du cardio et de la diététique. Cyril te mettra la vignette quelque part, quelque chose qu'il faut peut-être que tu fasses sur ton approche alimentaire pour justement maximiser tes chances de performer durant ce prochain marathon. Donc on le mettra quelque part. Et bon, la semaine prochaine, on parlera de type physique à atteindre naturellement, etc., etc. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine. Et sinon, si vous voulez développer des sujets dont j'ai parlé ici, tout est en description. J'ai oublié de vous préciser, mais vous pouvez me poser vos questions soit en commentaire de cette vidéo, soit dans le formulaire anonyme qui se retrouvera en description. À la semaine prochaine.